Donc aujourd'hui, on va voir un cours très très important. C'est les antibiotiques. C'est un cours un petit peu lent. On va faire une pause comme hier. Mais c'est un cours important surtout pour vous de connaître les classes des antibiotiques avec les particularités surtout sur le plan pharmacologique. D'accord? Donc c'est la classe des antibiotiques à apprendre par cœur. On commence par un petit historique en ce qui concerne les antibiotiques, comment ils ont été découverts. Donc, au fur et à mesure, c'est à partir de 1887, il y a certains Pasteur et Joubert qui constatèrent qu'il y a des bactéries qui culturent des bactéries de charbon. C'est des bactéries qui touchent beaucoup plus tout ce qui est chèvres, les animaux tels que les chèvres, les moutons, etc. Ils ont trouvé que ces bactéries poussaient difficilement en présence d'autres bactéries. C'est tout. Jusqu'à maintenant, c'est OK. Jusqu'à Wieman, il a émis la théorie de l'antibiose. Ça veut dire quoi, l'antibiose? Ça veut dire qu'il y a des bactéries qui tuent d'autres bactéries. On profite de sa présence ou bien son existence. Pour qu'elle existe, elle doit tuer d'autres bactéries. Clair? Après la découverte de la pénicilline, par Fleming, c'est un bactériologue, il a trouvé une substance, il l'a appelée pénicilline, donc à partir d'un champignon qui sécrète la pénicilline. Pourquoi? Tuer, éliminer des bactéries aux alentours de ce champignon. C'est à partir de cela, donc, ils ont trouvé, oui, il y a quelque chose, il y a des substances qui tuent les bactéries. Mais c'est quoi? C'est à partir de 1929 qu'on les appelle les antibiotiques. D'accord? Premier antibiotique découvert, c'est la pénicilline. La bactérie, elle synthétise les antibiotiques naturellement pour tuer d'autres antibiotiques. Donc, c'est pas des synthèses chimiques qu'on a synthétisées pour faire les antibiotiques naturels. À partir des antibiotiques naturels, on a synthétisé les antibiotiques de nature chimique. On a gardé, bien sûr, les antibiotiques naturels tels qu'ils sont, ou bien on les a changés. Ou bien strictement, on a fabriqué d'autres antibiotiques d'origine synthétique. Est-ce que c'est clair? Très bien. Après, c'est une série des antibiotiques depuis les années 40 jusqu'aux années 80 avec création de nouveaux antibiotiques. C'est les antibiotiques actuels, bien sûr avec développement de résistance aux antibiotiques. La pénicilline, il y a 20 ans, elle n'est pas la pénicilline maintenant, parce que il y a une résistance bactérienne. Généralement, la pénicilline, elle est résistante, ou bien les bactéries résistent les antibiotiques tels que pénicilline, amoxicilline, sauf pour quelques bactéries. Donc, le développement de la résistance, elle est incroyable du fait de l'utilisation anarchique des antibiotiques, n'importe quel moment, ou bien l'arrêt immédiat, ou bien l'arrêt après 2-3 jours, on arrête l'antibiotique, je vais arrêter l'antibiotique. Ça développe la résistance bactérienne. C'est un petit historique pour vous, pour comprendre d'où il vient l'antibiotique. L'antibiotique, par définition, est une substance chimique, oui, produite par des micro-organismes, oui, on a trouvé que les bactéries et les champignons, ou obtenue par semi-synthèse ou bien synthèse chimique carrément. Il inhibe la croissance des autres organismes, ce qu'on appelle l'effet bactéricide, ou bien inhibe la multiplication, c'est la bactériostase. Il détruit carrément la bactérie. Et sont classés, bien sûr, le classement chimique, mode d'action, spectre d'activité, etc. Nous, on s'intéresse aux classifications selon le mode d'action. Donc, les antibiotiques, il y en a certains qui attaquent la paroi bactérienne. Il y en a certains qui attaquent la membrane plasmique, l'arène des ribosomes
et bien sûr les métabolismes des acides nucléiques et leurs précurseurs. On va voir tout ça. On commence par les bêta-lactamines, les inhibiteurs de la synthèse de la paroi bactérienne. Avant de commencer, donc, la paroi bactérienne, elle est constituée de la structure des peptidoglycanes. Quelle est la différence entre la bactérie gram-positive et la bactérie gramine? L'épaisseur de la bactérie, plutôt la paroi qui, voilà, et la membrane. Très bien. Donc, inhibiteur de la synthèse de la paroi. Quand je dis inhibiteur de la synthèse de la paroi, il va inhiber une des étapes de la synthèse de la paroi bactérienne. La structure de bêta-lactame. C'est la structure indispensable à l'activité des bêta-lactamines. Vous voyez la structure de bêta-lactame? Ça, c'est la structure qui est indispensable à l'activité. Et ils ont changé au fur et à mesure pour donner les pénames et les céphames. On va voir c'est quoi. Le mécanisme d'action, il est très facile. Donc, c'est bactéricide, destruction de la paroi bactérienne. C'est des molécules qui interfèrent avec l'étape, ou bien les étapes finales de la synthèse des peptidoglycanes. Vous connaissez l'acide muramique, le N-acétyl, le N. Très bien. Donc, ils vont inhiber la dernière, ou bien les dernières étapes de la synthèse de peptidoglycanes. Donc, la dernière étape, c'est la liaison de la D-alanine, alanine, etc. Les 4 acides aminés. Donc, pour la fixation, pour donner les 5 acides aminés, puis l'élimination des 4, il reste que la D-alanine. Ça, c'est la dernière étape pour donner le peptidoglycane final. D'accord? Est-ce que c'est clair? Vous avez vu ça dans la microbiologie? Vous avez une idée un petit peu? La résistance aux antibiotiques, c'est très très important de connaître la résistance. La résistance, peut-être elle est naturelle. On trouve la bactérie naturellement résistante à un antibiotique quelconque. Que ce soit, elle ne passe pas, elle ne traverse pas, elle est anaérobique, l'antibiotique nécessite l'oxygène. Il y a quelque chose. La résistance acquise, c'est au fur et à mesure. La bactérie, elle développe une résistance acquise. Que ce soit, elle reçoit défaut de pénétration de l'antibiotique. Que ce soit, elle diminue. Il y a une internalisation des transporteurs. Modification de la cible. Par exemple, la cible, c'est les peptidoglycanes. Elle modifie carrément la cible. Elle ajoute quelque chose, donc il n'y aura pas de passage. D'accord? Elle augmente l'expression des enzymes dégradant l'antibiotique. C'est comme ça que la bactérie résiste. Et une activation, bien sûr, enzymatique de l'antibiotique. Les pénicillines, on commence petit à petit. Donc, ils ont commencé par la pénicilline, ou bien les pénicillines. On a deux, les pénig et les pénig. Est-ce que vous connaissez la pénig? D'accord. La pénig, c'est-à-dire tout ce qui est injectable. La pénig. La pénig, c'est tout ce qui est oral. On rappelle, entre parenthèses. Oral. On a les molécules retard. Vous connaissez l'extensilline? Ça veut dire quoi, une molécule retard? Ça veut dire la pénicilline, ils ont ajouté des structures pour diminuer l'élimination. Donc, au lieu, elle est éliminée au bout d'un jour, 2 jours, elle est éliminée au bout de 15 à 21 jours. C'est pour ça, on dit la pénicilline semi-retard ou bien l'extensilline. On fait une injection chaque 21 jours. Je sais pas, est-ce que vous connaissez l'extensilline? La forme orale, c'est ça. La pénicilline résistante aux pénicillinase. C'est quoi la pénicillinase? D'après la dénomination, c'est des enzymes qui dégradent les pénicillines. Elle fait partie des bêta-lactamases. C'est des enzymes qui sont synthétisées par la cellule, plutôt, bien sûr, la bactérie, pour dégrader tout ce qui est structure qui contient les bêta-lactames ou bien la pénicilline. Donc, les pénicillines qui résistent aux pénicillinases, donc ils ont avancé. À chaque fois, on avance. D'accord? On augmente l'échelle, bien le spectre d'activité, en même temps l'efficacité. La PNIM, ils ont trouvé qu'il existe, ou bien synthétisé,
Pénicilline, strictement anti-staphylocoque. Vous connaissez la staphylocoque? Les staph. Ouais. Donc, ce qu'on appelle le groupe M, c'est des pénicillines anti-staphylocoque. On les appelle l'oxacilline et cloxacilline. Oxacilline et cloxacilline. Je sais maintenant, je pense pas qu'ils sont dans le marché. Mais, disons avant, donc, ils sont très utilisés dans les cas des plaies et des infections. Oxacilline. Parce que généralement, les plaies sont dues, généralement, on trouve les staphylocoques. Les causes de, ou bien de la, un milieu, là où le staph peut développer. Donc, après, on avance, oui. Résistante aux pénicillinases, telle que pénicilline résistante aux pénicillinases. On avance un petit peu. Donc, la pénigée, elle est dégradée par les pénicillinases. Péni-M, non. Généralement, pour les staph. Parce que les staph, elles développent pénicillinase. Donc, ils ont trouvé l'oxacilline. Elle est très active, ou bien. On avance un petit peu les péni-A, ou bien le groupe A. Le spectre, il est un petit peu élargi. Changement. L'élargissement de spectre, c'est par rapport au changement de la structure. À chaque fois, on change un petit peu la structure pour donner un spectre plus élargi. On est dans les péni-A, tels que le fameux amoxicilline. Ampicilline, amoxicilline, etc. Le spectre, il est un petit peu élargi. Au début, pénicilline, coccigramme positif, coccigramme négatif. Péni-M, staph. Péni-A, l'amoxicilline, y compris les bacilles. On commence un petit peu les bacilles gram négatifs. D'accord? Donc, cocci positif, négatif, et un petit peu les bacilles. Les pénicillines antipyocyanniques, c'est ce qu'on appelle l'acide uridopénicilline. C'est ce qu'on, mais ne sont pas très utilisés, donc on ne le trouve pas souvent au niveau des structures hospitalières, telles que l'azlocilline, méslocilline et la ticarcilline. Le spectre est un petit peu aussi élargi pour les bacilles gram négatifs. D'accord? Les groupes des amidinopénicillines limités au gram négatif. Ici, à partir de péni-A, ils ont bien cerné les bacilles gram négatifs, tels que les pibmécillinates, donc les entérobactéries. Vous connaissez c'est quoi entérobactéries? Très bien. Donc, péni-A, les héroïdes, les carboxypénicillines et les pibmécillinates. Donc ici, on a commencé donc à cerner les bacilles gram négatifs. Les propriétés physico-chimiques. Comment on trouve ces antibiotiques? On les trouve sous forme d'acide ou bien sous forme de sel, que ce soit de sodium ou de potassium. Là, je parle de la forme galine. Les indications, je pense que c'est un petit peu clair pour les indications. Quand est-ce que je donne la pénigée et la pénivée? Oui, ça c'est sûr. Mais quel type? Les angines. Premier lieu, c'est les angines. Donc, les infections de tout ce qui est sphère ORL, rhinolaryngologique, c'est les angines. Tout ce qui est bronche et poumon, on donne l'amoxicilline. Tout ce qui est bronchopneumopathie, on peut donner les pneumonies aussi, l'amoxicilline. Oui. Et en association, dans le cas de la septicémie et les endocardites et les méningites, l'amoxicilline, elle est très utilisée et traverse la barrière hémato-encéphalique. On donne jusqu'à raison de 12 grammes par jour. 12 pour les méningites. La péni-M, c'est les infections à staphylocoque. Et le groupe A, c'est les ORL et les bronchopneumopathies. Est-ce que c'est clair? Il y a un risque de développement d'une infection bactérienne après l'infection virale. Non. Mais pour éviter, parce que infection virale puis infection bactérienne, ça sera les dégâts. Où il y a une différence. Je pense au fur et à mesure, vous allez voir la différence entre l'angine d'origine bactérienne et d'origine virale. La fièvre, je sais pas, le tableau, oui, il est un peu différent. Mais pour éviter les risques de surinfection, on donne les antibiotiques. Bien sûr, les effets indésirables, il y a des risques d'hypersensibilité et ça, c'est très clair. Donc, pour vous, en tant que futur médecin,
quand vous prescrivez tout ce qui est bêta-lactamine, il faut faire attention. Il y a des hypersensibilités spécifiques pour les bêta-lactamines et surtout les pénicillines, l'amoxicilline, etc. S'il y a une hypersensibilité à l'amoxi, au pénis, c'est tous les bêta-lactamines à éviter. D'accord? Ou non? C'est généralement moi personnellement j'ai vu quelqu'un qui a pris de l'amoxicilline et il a développé une réaction d'hypersensibilité très grave. D'accord? Il faut faire attention, il faut poser la question avant de prescrire. Est-ce que c'est clair? ماشي هكاك برك. Anémie hémolytique et neutropénie, on le trouve souvent, surtout pour les prescriptions à long terme. Il y a une anémie hémolytique, l'explication elle n'est pas assez claire, il n'y a pas de mécanisme très clair, mais oui, on trouve une anémie hémolytique, une neutropénie et des manifestations digestives, diarrhée, nausées, vomissements, douleurs abdominales. Qui peut m'expliquer pourquoi la diarrhée et les douleurs, tout ce qui est manifestations digestives? Très bien. Donc, altération du microbiote. Et qu'est-ce qu'on donne comme un conseil aux patients? Tout ce qui est yaourt, parce que sont riches. Très bien. Oui? Les fibres, oui. Oui, pour éviter la et aussi le yaourt. Je vous dis que mange du yaourt. Il est plein de bactéries, comment ça? Donc, les contre-indications, les allergies. Les carbapénèmes. Les pénèmes, c'est des molécules très utilisées au niveau des CHU, surtout les CHU. Les carbapénèmes, ils ont ajouté du carbone, etc. C'est la structure chimique, on va pas trop parler sur ça. Le spectre, il est élargi automatiquement à chaque fois que je développe un antibiotique, c'est par rapport à l'ancien, il y a une particularité. D'accord? La grande stabilité vis-à-vis de diverses bêta-lactamases qui détruisent bien sûr les antibiotiques. On a l'imipinème, le fameux imipinème. Et on a une association qu'on le trouve au niveau de CHU. L'imipinème, c'est la statine. La statine, c'est une molécule qui inhibe les enzymes de dégradation de l'imipinème au niveau du rein. Tout simplement. Elle n'a pas d'activité antibiothérapeutique ou bien. Seulement, elle augmente la concentration de l'imipinème au sein de l'organisme. Dans quel cas on donne l'imipinème? Vu que c'est une molécule à large spectre et tout ça, c'est les infections nosocomiales en premier lieu. Les infections nosocomiales, les manifestations sévères telles que les manifestations abdominales, bronchopulmonaires, etc. Les infections nosocomiales. On a aussi l'ertapinème et la méropinème. En Algérie, on a l'imipinème, ertapinème. Imipinème, ertapinème. Les infections, j'ai dit, nosocomiales sévères, respiratoires, urinaires, donc ils touchent plusieurs organes. Clair? Très bien. Les effets indésirables, les troubles digestifs et convulsions. Faites attention. Quand je mentionne effets indésirables, il faut faire attention après. Quelqu'un épileptique, je donne l'imipinème, je dois le contrôler. Clair? On donne jusqu'à 4 grammes par jour. Maximum 4 grammes par jour. S'il dépasse, ou bien il y a certains médecins qui dépassent, il y a des infections, que ce soit il y a une multirésistance, etc., ou bien il y a des infections très sévères. Généralement, c'est le 4 grammes. Les céphems, vous connaissez les céphems, les céphalosporines, ce sont des produits à large spectre, mais l'intérêt réside surtout pour les bacilles gram-négatifs. Quand je dis céphems, bacilles gram-négatifs, généralement. La première génération, telle que la céphazoline, la céphalotine, c'est les infections à streptocoque et staphylocoque. C'est la première génération. Limité, strepto, staph, c'est tout. Quelques bacilles gram-négatifs. On passe la deuxième génération. Ils ont élargi un petit peu le spectre vers, par exemple, Staphylococcus, un petit peu les bacilles gram-négatifs. C'est les céphéroxines et céphoxétine, les plus utilisés.
Puis la troisième génération, ça, c'est la classe la plus utilisée au niveau des structures hospitalières, logique, parce que ici, le spectre, il est élargi. Ils sont utilisés surtout pour l'état de méningite, l'état de septicémie et les infections aussi. On peut les donner en cas des infections nosocomiales. Est-ce que c'est clair? Les exemples, je ne sais pas ce que vous allez apprendre tout ça, mais au moins, une molécule. C'est photaxime, mais je te les premières générations. OK? La quatrième génération, on n'a pas, pour ne pas être, il y en a même cinquième génération. La quatrième génération, ils ont augmenté plutôt la diffusion membranaire. La diffusion membranaire augmente, c'est que l'activité et l'efficacité augmentent. D'accord? Ils ont élargi par rapport le spectre vers les bactéries gram-positives. Donc, on a 5 générations. J'ai mentionné 4 générations. La génération, elle passe de staph cocci jusqu'au bacille gram-négatif, quelques bactéries, jusqu'aux infections nosocomiales à bacille gram-négatif pour les bactéries multirésistantes. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. On ne donne pas de céphalosporine en cas de gram-positif. Il y a une autre classe qu'on va donner seulement pour les gram-positifs. Mais céphalosporine, non. La posologie, c'est pour vous, surtout les médecins. Vous allez prescrire ces médicaments. Les voies d'administration, généralement, c'est l'IM et les I, sauf pour quelques produits. Par exemple, la céphadroxyl, céphalexine. Céphalexine, on le trouve au niveau de l'officine. Traitement des infections urinaires, et pyélonéphrite, etc. Les pénames. Les pénames, vous savez tous, vous connaissez tous l'augmentin. L'augmentin, c'est une association entre l'amoxicilline et l'acide clavulanique. L'acide clavulanique, c'est un péname, c'est un inhibiteur de bêta-lactamase. Quand il y a une entrée de l'amoxicilline, pour éviter la dégradation de l'amoxicilline par les bêta-lactamases, il y a l'intervention de l'acide clavulanique qui fait partie de péname, qui va inhiber la bêta-lactamase et laisser entrer l'amoxicilline. Donc, il y a une augmentation de la diffusion de l'amoxicilline à l'intérieur de la bactérie. C'est pour ça qu'il est plus actif l'augmentin. Dans quelques cas. L'augmentin en cas de méningite. Par rapport à l'augmentin et l'amoxicilline, on donne l'amoxicilline. D'accord? Très bien. Il y a aussi les sulbactam, les tazobactam. On le trouve pas souvent. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça en Algérie, mais il est clair qu'on va le donner pour avoir une idée, surtout pour vous. C'est clair, c'est les pénames. Et on termine par cette classe par les monobactam, l'azthrionam. Donc, il y a 5. L'azthrionam, c'est une alternative au choix pour le traitement des infections à gram-négatif chez les patients allergiques aux bêta-lactamines et ne peuvent pas recevoir les aminoglycosides en cas d'insuffisance rénale. On donne l'azthrionam. Il est actif pour les bacilles gram-négatifs tels que les entérobactéries. L'azthrionam. On passe maintenant, on passe pas, on reste toujours. La paroi bactérienne, la paroi cellulaire. Il n'y a pas que les bêta-lactamines. Hein. Il n'y a pas que les bêta-lactamines inhibiteurs de la paroi. Je vais seulement les citer pour vous, pour avoir une idée. D'accord? Pour avoir une idée. On a, retenez ça, phosphomycine, cyclocérine, bacitracine, bêta-lactamine et glycopeptides. Quand vous trouverez ces molécules, c'est des inhibiteurs de la paroi bactérienne. Je vais seulement détailler les glycopeptides. Le reste, c'est des inhibiteurs dans plusieurs. Il n'y a pas que la dernière étape. Certains la première étape, certains en milieu et certains la dernière étape. C'est pour vous, hein, c'est pas dans l'exemple. Les glycopeptides, pourquoi je les mentionné? Je mentionne les glycopeptides parce que c'est très important, surtout au niveau de CHU, il est très très utilisé. La vancomycine, la vancomycine. Très bien. Donc c'est des glycopeptides, glycose plus peptide. C'est tout. Glycopeptides, heptapeptides, glycose plus
plus peptide. On a deux molécules, la vancomycine et la teicoplanin. Ils sont très utilisés au niveau de structures hospitalières, les grandes structures telles que le CHU. Donc, pour moi, personnellement, je dois les citer. Utilisés dans quel cas? Seulement les grammes positifs. À retenir, seulement à grammes positifs. Les infections sévères à SARM, vous connaissez c'est quoi ça? SARM, le Staphylococcus multirésistance. SARM, surtout le microbio. Oui. Et les Staphylococcus coagulase négatifs, c'est des infections sévères, surtout, on le donne chez les brûlés, services brûlés. Très utilisé. La vancomycine et la teicoplanin. Et il faut retenir aussi, c'est des néphros et des autotoxiques. Ils entraînent la néphro et l'autotoxicité. Généralement, entre parenthèses, sur Alger et les grandes structures, ils font le suivi thérapeutique de cette molécule, les immunosuppresseurs, etc. Les aminosides aussi. Le suivi thérapeutique, ça veut dire le dosage de la concentration plasmatique de cette molécule au sein de la circulation, bien dans le sang. Pourquoi? Pour éviter le surdosage. Pour qu'on évite le surdosage. Si on évite le surdosage, on n'aura pas d'autotoxicité et de néphrotoxicité. Est-ce que c'est clair? Normalement, ils font oreille. Néphro, c'est là. D'accord? Et on évite aussi les associations. Hier, j'ai dit que furosemide, il est néphrotoxique, autotoxique. Je vais pas ajouter le vancomycine plus furosemide sans surveillance. Et ça, c'est grave. On le gagne dans les cas. Par manque d'information. Il faut faire attention. D'accord? Posologie. On donne jusqu'à 4 grammes pour la vancomycine. On passe maintenant aux inhibiteurs de la synthèse des protéines bactériennes et le métabolisme bactérien. On commence par tout ce qui est inhibiteur de la sous-unité. On a deux sous-unités du ribosomal, le 30 et le 50, c'est le cours al-bac. 30S, les aminosides, les tétracyclines. 50S, les macrolides et apparentés, les phénicolés. Tout ce qui est métabolisme bactérien, quand je dis métabolisme bactérien, c'est-à-dire tout ce qui est synthèse de l'acide nucléique, on a les quinonones et les sulfamides. La classification, elle est à apprendre. Donc, la synthèse des protéines, voici le ribosome. 50S, 30S. Le site A, c'est le site de la fixation des acides aminés. Le P, c'est le site de la formation des peptides. Donc, c'est clair. Pardon. Les aminosides. La classe des aminosides, quand je dis aminosides, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la structure? Donc, il y a un sucre. Oui, il y a un sucre, il diffère selon la structure. Amino, il y a une structure amine. Donc, c'est la génine plus structure amine. Donc, les aminosides, il y a des aminosides naturels. C'est des aminoglycosides, c'est des hétérosides hémisynthèse ou bien naturels, extraits de bactéries. Comme j'ai déjà dit, dans l'historique, les antibiotiques, il y en a des antibiotiques naturels. Mécanisme d'action, logiquement, ils vont inhiber tout ce qui est synthèse protéique. Comment? Ils vont interférer avec la sous-unité 30S. Oui. Donc, il n'y aura pas de synthèse de protéines et il n'y aura pas de multiplication bactérienne et un effet bactéricide. Les aminosides sont bactéricides. Oxygénodépendants. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Les aérobies strictes. Quand je dis un antibiotique, il est actif sur les bactéries oxygénodépendantes. Ça veut dire quoi? Votre collègue a dit une infection pulmonaire. C'est juste, oui. Encore. Intestinale. Qui a dit anaérobie? Donc, tout ce qui est abdominal, est-ce que je peux donner les aminosides? Faites attention de donner les aminosides en cas des infections abdominales. Parce que généralement, c'est des anaérobiques. Donc, j'évite tout ce qui est anaérobique.
Les aminosides que les bactéries qui nécessitent l'oxygène. Les infections pulmonaires, les endocardites, urinaires dans quelques cas, oui, oui. Aérobie stricte. Donc, qui نقولوا aminoside dans le cas des infections abdominales, بالك تكونشيوها. L'effet, il est bactéricide. Il va tuer la bactérie. Donc, totalement éradication de la bactérie. Post-antibiotique. Il présente un effet post-antibiotique. Ça, c'est très important. L'aminoside, il continue. Après l'arrêt du traitement, il y a un effet antibiotique. Ce qu'on appelle l'effet post-antibiotique. Il y a aussi l'index thérapeutique faible. Ça veut dire quoi? Donc, la concentration, bien la dose toxique, elle est très proche. Il faut faire attention. On fait le suivi thérapeutique des aminosides. Pas à Betna, mais sur Alger, on fait les suivis thérapeutiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va suivre la concentration des aminosides au sein ou bien dans le sang. Pourquoi? Pour éviter les néphrotoxicités, on va voir, et tout ce qui est toxique. Aussi, qu'est-ce que j'allais dire? Spectre d'activité, donc bactéricidé rapide et intense. Dès que j'administre le médicament, il y a un effet thérapeutique très rapide. Spectre large, bactéries gram négatifs et ça, mais chez les positifs aussi, inactifs sur les anaérobies strictes. On est clair? La résistance, c'est pour les anaérobies strictes. Dès qu'il y a une bactérie anaérobie stricte, elle va le rejeter. Il nécessite l'oxygène pour le passage. D'accord? Tout ce qui est acquis, diminution de la pénétration de l'antibiotique, altération de la cible, modification enzymatique. Oui, j'ai dit soit une modification, la résistance acquise, soit modification de la pénétration de l'antibiotique, soit altération de la cible, c'est-à-dire une mutation au niveau du site ribosomal. Dès qu'il va se fixer, il trouve un autre site. La bactérie, que ce soit, elle modifie un acide aminé, elle modifie quelque chose. Donc, il ne sera pas fixé, il sera rejeté. Et modification enzymatique de l'antibiotique, avant de l'entrée ou bien le passage, elle va le modifier. Vous voyez que la bactérie, comment elle fonctionne. Elle est en micro, je sais pas, millimètres, mais l'intelligence. Subhanallah. Les indications. Généralement, usage hospitalier. On trouve la gentamicine au niveau des officines, la gentamicine. Donc, on a la gentamicine, la micacine, et la micacine. Usage hospitalier, pratiquement, dans le cas, généralement en association dans les infections sévères et nosocomiales et en monothérapie, dans le cas seulement donc de pyélonéphrite aiguë, que ce soit chez l'adulte ou bien l'enfant. Donc, généralement, on donne les aminosides en association dans le cas des infections nosocomiales. En cas d'allergie au bêta-lactamine, c'est une alternative. On peut remplacer les bêta-lactamines par les aminosides. Les aminosides peuvent être pour un traitement ou bien utilisés dans le traitement préventif des contaminations digestives. Donc, il y a une molécule. Les aminosides, on ne le trouve pas par voie orale. Hein. Faites attention que vous voie orale, il n'existe pas sous forme de voie orale parce qu'il est dégradé par le suc gastrique. Seulement un comprimé qui est utilisé pour la décontamination digestive. Il l'intestin il ne sera pas absorbé. Il sera actif dans l'estomac et l'intestin est dégradé. Donc, il ne sera pas absorbé. Il y a pas de passage dans la circulation systémique. Seulement ça. Le reste, c'est l'agenta, l'amica, etc. C'est des molécules injectables. D'accord? La streptomycine et l'amicacine sont utilisées dans le cas de tuberculose résistante.
la streptomycine et l'amicacine. Vous allez trouver ça dans les antituberculeux. On va les voir. Ils sont utilisés en cas de tuberculose résistante, c'est-à-dire les médicaments essentiels ne sont pas ou bien sont résistants. Donc là, le patient il résiste à ces traitements. On donne la deuxième, bien les antituberculeux de deuxième choix. Les aminosides font partie des antituberculeux de deuxième ligne. Streptomycine, amicacine. En Algérie, on utilise la streptomycine, surtout. Oui. Traitement de tuberculose. Il traverse les mycobactéries. Il y a une certaine efficacité. Les infections pulmonaires, je connais le collègue légal les infections. C'est toujours la tuberculose. Il y a les traitements essentiels, on va les voir. Il y a les traitements de réserve, en cas de résistance. D'accord? On va voir tout ça. Les effets indésirables, souvenez-vous de ça. La néphrotoxicité, les troubles auditifs jusqu'à l'autotoxicité et aussi les toxicités neuromusculaires. Généralement, on associe les aminosides avec les bêta-lactamines, une association synergique. On peut donner par exemple l'amoxicilline plus la gentamicine. Oui. Association synergique. Oui. Elle va donner des résultats. Un qui va être actif sur la paroi, l'autre sur la synthèse des protéines. Un, il va détruire la paroi, l'autre, il va détruire la synthèse des protéines, tout ce qui est ribosome. C'est logique. Oui. Naturel, c'est les anaérobies stricts. Donc, ils ne peuvent pas traverser. Dès qu'ils traversent, donc, l'aminoside dans cette structure, il y a un passage à travers la membrane qui nécessite un transport oxygénodépendant. S'il n'y a pas ce transporteur, il ne passe pas. Il sera dégradé ou les rejeté. Là, m'a changé ma wallo. Résistance naturelle. Anaérobie qui m'a clostridium. Anaérobie stricte, dès qu'il y a l'aminoside, il traverse, il passe jusqu'à la membrane. Il n'y a pas de transporteur. Oxygénodépendant. Rejeté. Mais il ne passe même pas. Mais qu'il y a une dégradation, il va le rejeter. Rejet directement. D'accord? Les contre-indications, vu qu'il y a une toxicité neuromusculaire, il est contre-indiqué en cas de la myasthénie. Vous connaissez c'est quoi la myasthénie? Voilà. Cirrhose, une hypersensibilité, c'est toujours les antibiotiques, il faut faire attention quant à l'hypersensibilité, et la femme enceinte, contre-indication formelle. D'accord? Contre-indication, les aminosides. Les tétracyclines, vous connaissez les tétracyclines? Les tétracyclines, c'est des molécules tétra, ça veut dire quadricycliques. On va pas trop tarder ici. On a 3 générations. Le passage d'une génération à l'autre, bien sûr, pour augmenter la biodisponibilité, l'efficacité, etc. La première génération tétracycline, chlortétracycline, donc il est plus utilisé. La biodisponibilité, elle est médiocre, il y a un problème. Ils ont passé directement à la deuxième génération, la doxycycline et la minocycline, qu'on le trouve maintenant, elle est au niveau de l'officine. Doxycycline, minocycline, surtout. La liposoluble, une meilleure activité antimicrobienne, et la biodisponibilité, elle est meilleure que le tétracycline. Donc jusqu'à maintenant, on a la doxyminocycline de deuxième génération. La troisième génération, les glycyclines. Les glycyclines, surtout au niveau de CHU, a été, normalement l'année passée ou l'année passée, ils ont ramené la glycycline. Elle présente une moindre toxicité que les premières molécules. Mais elle n'était pas aussi efficace. D'accord? Donc les tétracyclines, on a 3 générations. 3 générations. Le passage d'une génération à une autre, c'est selon l'efficacité et la biodisponibilité et moins de toxicité. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qu'on fait avec les tétracyclines? C'est des inhibiteurs, bien sûr, c'est des bactériostatiques temps dépendants. Les aminosides, c'est des bactéries. Les tétracyclines, c'est des bactériostatiques. C'est des bactériostatiques temps dépendants. Ça veut dire, ils nécessitent le temps pour être actifs.
C'est pas une seule concentration ou bien une seule prise qui va donner le résultat. C'est à partir de combien de prises que l'antibiotique, il va donner le résultat. Les tétracyclines pénètrent dans la bactérie par transporteurs actifs comme les aminosides et se lient à la sous-unité 30S et inhibent l'étape de l'introduction. C'est comme le cas des aminosides. Il n'y a pas de grande chose il n'y a pas de grande différence. La différence, c'est le spectre d'activité. Il est large, oui. Il est surtout utilisé pour les grammes positifs, y compris les germes intracellulaires, et je parle des infections cutanées. Les tétracyclines sont utilisées dans les infections surtout cutanées. L'acné. On donne les doxycyclines, minocyclines. Y compris les anaérobies. Donc, il a deux mécanismes. Il traverse le transporteur actif. Il peut traverser les molécules anaérobiques. Pour ça, on peut leur donner dans les infections cutanées profondes. Là où il y a les bactéries anaérobiques, il y a plein de bactéries. C'est comme l'aminocycline, doxycycline, dans le cas des acnés moins sévères. Les acnés moins sévères. Le mécanisme de résistance, c'est le même cas. On va pas détailler ça trop. Les indications, j'ai déjà dit que les infections cutanées, surtout une bactérie qui s'appelle les propionobactériens. Les TG-cyclines dans le traitement des complications, tout ce qui est peau et tissu mou. Donc, quand je dis tétracycline, généralement, l'idée, c'est les infections des tissus mous et de la peau. Quand je dis aminosides, généralement, c'est des infections aérobiques strictes, tout ce qui est pulmonaire, tout ce qui est endocardite, et généralement en association. Est-ce que c'est clair? Quand je dis les bêta-lactamines, je dis les méningites, les bacilles gram-négatifs, céphalosporines, ORL, la sphère ORL, les bronchopneumopathies, les glycopeptides, la vancomycine, teicoplanin, c'est les grammes positifs, les infections nosocomiales à grammes positifs. Ça donne l'idée, pour avoir une idée générale sur les antibiotiques. D'accord? Les effets indésirables. Il a plein d'effets indésirables. Donc, ils ont plein d'effets indésirables dans l'action photosensibilisante. C'est pour ça, les dermatologues préconisent de ne pas rester en soleil et d'éviter le soleil surtout, prendre un écran total, surtout pour le traitement d'oxycycline, minocycline. Aussi, les dents. Il y a une certaine liaison, coloration jaunâtre au niveau des dents, surtout pour les enfants. Oui, parce qu'ils traversent tout ce qui est dents. Et troubles gastro-intestinaux, les antibiotiques, tous les antibiotiques présentent des troubles gastro-intestinaux, la neurotoxicité, réaction d'hypersensibilité, les pathotoxicités, faut faire attention, et les toxicités hématologiques. Donc, c'est surtout l'action photosensibilisante et les troubles gastro et le jaunissement des dents. D'accord? Donc, c'est pour ça, l'enfant de moins de 7 ans, il y a une contre-indication des tétracyclines à cause de la coloration jaune. Et les femmes enceintes et allaitantes, contre-indication formelle. Il y a un risque tératogène, l'exposition au soleil et l'association aux rétinoïdes. Vous connaissez c'est quoi les rétinoïdes? Curacné, t'as faux? Curacné, rétinoïdes, c'est des molécules, très bien. Et il faut faire un stage au niveau de l'officine. Je vous conseille de faire un stage l'été, pendant l'été, 15 jours, un mois, au niveau de l'officine, la pharmacie. Donc. L'officine, c'est pour connaître tous ces médicaments. Curacné ou bien rétinoïde, il est extrait de la vitamine A pour traiter l'acné. Il a des conséquences des hépatotoxicités, des neurotoxicités et des photosensibilisations. En association avec les tétracyclines, il y a majoration de l'effet indésirable. Donc, il y aura des conséquences graves. Jamais on donne des curacné rétinoïdes plus tétracycline. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Les macrolides, est-ce que vous avez une idée sur les macrolides? L'azithromycine, le fameux Covid. Clarithromycine. Vous avez une idée c'est quoi les macrolides au fond? D'accord, on va voir.
Donc, les macrolides dans le chef de file, c'est les rétromycines. Érythromycine, macrolide, macro, c'est-à-dire macrocycle. Vous voyez le cycle, comment il est? Vous voyez la structure? Sucre avec macrocycle, sucre aminé, sucre, un autre sucre. C'est la structure de macrolide. Elle est assez grande. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est des molécules, oui. Avec 15 atomes au-delà de 14 atomes. Le chef de file, c'est l'érythromycine. À partir de l'érythromycine, qui présente une instabilité au niveau acide, et ils ont créé, bien développé d'autres molécules avec une certaine stabilité dans le milieu acide. Donc, il y a la forme comprimée, la voie orale. Quand je dis stabilité en milieu acide, c'est-à-dire il y a une forme orale. Est-ce que c'est clair? Oui, d'accord. L'érythromycine, puis l'azithromycine, il y en a la roxythromycine, roxyde. Vous allez trouver tout ça dans les officines. Josamycine, spiramycine. Ok. Il y en a les apparentés aux macrolides. C'est-à-dire, les chercheurs et les fabricants, à partir du macrolide, ils ont synthétisé d'autres molécules qui ressemblent aux macrolides, mais il y a des additions, des petites, ils ont ajouté des structures modifiées pour améliorer la pharmacocinétique du médicament et améliorer l'efficacité. Est-ce que c'est clair? Dans clindamycine, les kétolides, les lincosamides, clindamycine, lincomycine. Et les synergistines. Les synergistines, ils ont créé deux antibiotiques tels que le prestinamycine. Prestinamycine. Écrivez, synergistine, prestinamycine. Synergistine, je m'entends, synergie. Synergie, ça veut dire qu'il y a deux ou plus. Donc, c'est deux antibiotiques qui travaillent ou bien qui fonctionnent en synergie. Yani, l'efficacité de synergistine, elle est supérieure aux macrolides. Donc, les macrolides, les kétolides, les lincosamides et les synergistines, ils ont une efficacité supérieure aux macrolides. Oui, synergistine, ça veut dire on a deux antibiotiques qui fonctionnent en synergie. On va voir tout ça. Le mécanisme d'action, c'est des inhibiteurs de la sous-unité 50S. On va pas trop détailler exactement. C'est des effets bactériostatiques avec effet post-antibiotique. Qu'est-ce que ça veut dire, effet post-antibiotique? Oui. Très bien. Ou l'autre antibiotique qui présente un effet post-antibiotique? Alhamdulillah. Les kétolides, j'ai laissé ces détails pour vous. Je vais pas mentionner tout ça, donc le mécanisme d'action détaillé. Donc, au lieu de se fixer sur un site, il se fixe sur deux sites. C'est pour ça qu'il est très efficace. D'accord? C'est ça l'explication. Les synergistines, deux antibiotiques qui vont se fixer sur les ribosomes. Seulement ça. Et tout simplement. Vous n'allez pas trop, je sais pas, rester dans le mécanisme. Est-ce que c'est clair? Donc, sous-unité 50S, deux endroits, deux emplacements distincts. Les deux antibiotiques, ils vont se fixer sur les deux emplacements, les deux endroits. Ils vont donner plus d'efficacité par rapport aux macrolides. Spectre d'activité, c'est pour vous. Je vais pas trop détailler ça. Le mécanisme de résistance. Il y a le mécanisme naturel. Il y a le mécanisme par modification de la cible. C'est quoi la cible des macrolides? Donc, ils vont modifier la sous-unité 50S. Soit ils vont entraîner une méthylation de l'adenine de l'endroit, donc, de la fixation. Soit ils entraînent carrément une mutation ribosomale. Donc, l'antibiotique, il va trouver un autre ribosome, carrément. Et toute une modification de la structure. Il ne va pas reconnaître le ribosome ou bien le site de fixation. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est les mutations de résistance. Donc, c'est un sujet. C'est un grand sujet. Pourquoi j'ai laissé les résistances?
parce que c'est un sujet à débattre, surtout ces années. On peut dire ces 5 années, la résistance, elle est très développée. Il y a certaines bactéries résistantes à tous les antibiotiques. L'antibiogramme, vous trouvez résistance. Il y a résistance à tous les antibiotiques. Et c'est grave. C'est grave. Qu'on peut rien faire. D'accord? Et efflux, ça veut dire, ils vont synthétiser des protéines et يخرجوهم. D'accord? Est-ce que c'est clair? Les macrolides, c'est surtout les effets indésirables, les irritations digestives et les troubles cardiaques. Là, je dois mentionner ça. Les macrolides provoquent les troubles cardiaques. L'allongement de l'espace QT. Est-ce que vous connaissez c'est quoi l'espace QT? Le CG. Ouais. Les macrolides entraînent des troubles cardiaques. Les macrolides entraînent des troubles cardiaques. Faites attention. Lors de l'association avec d'autres médicaments qui entraînent les troubles cardiaques, ça risque de torsade de pointe. Il y a un risque. D'accord? Des troubles de rythme. Surtout les rétromycines. Est-ce que c'est clair? Et les infections, bien tout ce qui est irritation digestive, vous retenez que ça. Ça, c'est les plus importants. Elle peut se développer dès, par exemple, le premier jour. Deuxième jour, elle peut se développer. Surtout, s'il y a une association avec d'autres médicaments qui entraînent les troubles ou bien les modifications de l'espace QT, tels que les antihistaminiques et tout ça. Ils présentent un effet post-antibiotique, les macrolides, 15 jours. Généralement, les macrolides, on leur donne 6 jours. Oui, ils peuvent avoir. Oui. Ils peuvent rester dans le, ouais. Ils peuvent avoir, oui. Surtout en association. Association avec d'autres, oui. Logique. Qui peut me dire les contre-indications? Donc, je dois pas utiliser les médicaments macrolides avec, tels que, on a peut-être des exemples, les antihistaminiques. Et aussi, une information, elle est très importante pour vous. Les macrolides, c'est des inhibiteurs enzymatiques. La demoiselle qui a posé la question, ça peut être une inhibition enzymatique qui a augmenté la concentration de l'autre médicament, qui a causé des troubles cardiaques. Qu'est-ce que ça veut dire un inhibiteur enzymatique? Oui, les enzymes de métabolisme de médicaments ou bien l'autre médicament en association. Qu'est-ce que ça veut dire une molécule inhibitrice enzymatique? Votre collègue a défini, répétez s'il vous plaît, un inhibiteur enzymatique ou bien un médicament inhibiteur enzymatique de médicaments, comment? Il inhibe tout ce qui est cytochrome. Et les cytochromes, c'est quoi? P450, c'est des enzymes de métabo-hépatique, bien, très bien. Il n'y a pas que l'hépatique. De métabolisme des médicaments. Si j'inhibe le métabolisme médicamenteux, qu'est-ce que j'aurai comme conséquence? L'effet. Quand je dis augmentation de l'effet, ça veut dire quoi? Il y a la fraction libre ou bien le médicament est en grande concentration. Il ne sera pas éliminé. Normalement, selon le développement de le médicament, à un certain moment, il est à certaines concentrations. Mais quand j'augmente la concentration dans le sang, il n'est pas métabolisé, il n'est pas éliminé automatiquement. Après le métabolisme, c'est l'élimination. Si j'élimine pas le médicament, il est en grande concentration, j'aurai le risque. Est-ce que c'est clair? Surtout pour les médicaments dont le métabolite qui est actif. C'est pas la molécule mère. Faites attention. Il y a le métabolisme qui va donner le métabolite actif. Est-ce que c'est clair? Là, il prend qui mara?
Il ressort vers la circulation sanguine. Il y aura aucun métabolisme. Plutôt, le contraire. Oui, la molécule, elle est active. Oui, la molécule active. Et les métabolites inactifs. Oui, très juste. Perfect. Vous êtes en train de se concentrer. Donc, c'est des molécules inhibitrices de cytochrome 3 à 4. Donc, ici, il faut faire attention pour les médicaments qui sont métabolisés par le cytochrome 3 à 4. C'est des informations pour vous. Les phénicolés, pardon. Est-ce que vous avez une idée sur les phénicolés? Le chloramphénicol, thiamphénicol. Le chloramphénicol et le thiamphénicol, c'est des molécules à large spectre contre les bactéries aérobies à gram positif et négatif. Oui. Le chloramphénicol demeure une référence sur les germes anaérobies. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer. Les phénicolés sont actifs sur les anaérobies et les aérobies. D'accord? C'est une molécule de référence contre les bactéries anaérobies. D'accord? Ok. Une bonne pénétration au niveau du système nerveux central. Oui. Donc, il est utilisé en cas. Très bien. Mais il y a un effet indésirable ou bien une contrainte. C'est la toxicité médulaire qui a fait de son usage qu'il soit restreint. Donc, quand je dis phénicolé, je dis toxicité médulaire et actif contre les méningites et actif contre les anaérobies. Il inhibe la synthèse de la solubilité 50S, c'est clair, et c'est des molécules bactériostatiques. Est-ce que c'est clair? C'est des particularités des phénicolés. Donc, quand on dit il est utilisé dans le cas de méningite, c'est clair. Mais quand je fais une balance bénéfice-risque concernant les phénicolés et les bêta-lactamines, concernant l'efficacité, il est très efficace contre les méningites. Une très bonne diffusion, vu que c'est une molécule lipophile, traverse le système nerveux central, elle agit. Mais il y a une grande toxicité médulaire. Donc, usage restreint. Donc, dans le cas d'une contre-indication ou bien une inefficacité des autres molécules utilisées contre le méningite. Est-ce que c'est clair? La fièvre, les abcès cérébraux, c'est clair, directement chloramphénicol, thiamphénicol. La fièvre typhoïde. Est-ce que vous connaissez la fièvre typhoïde? Donc, il est dû à une bactérie, le Salmonella typhi. Donc, il se trouve dans l'eau, dans tout ce qui est produit. L'éthiamphénicol, ou bien le chloramphénicol, c'est le traitement de choix contre la fièvre typhoïde en Algérie. Fièvre typhoïde, chloramphénicol ou thiamphénicol. En France, il est retiré. Mais en Algérie, il est toujours disponible contre la fièvre typhoïde. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu. Mais il existe. Je pense des structures bien spécifiques. Quand je dis typhoïde, c'est les phénicolés. Le thiamphénicol, c'est le MST. C'est quoi le MST? Très bien. C'est les maladies sexuellement transmissibles. Les effets indésirables, bien sûr, toxicité hématologique, donc médulaire, toxicité chez les nouveau-nés, donc le fameux, il y a une histoire dans les années 60, bien je sais pas quelle année, donc ils ont donné le thiamphénicol, chloramphénicol chez les nouveau-nés, alors que le métabolisme, il n'est pas aussi, le foie, il n'est pas mature. Donc ils ont trouvé le bébé gris, syndrome de bébé gris. Donc l'enfant, il est tout, il n'y a pas de métabolisme, il y a eu une toxicité. Est-ce que c'est clair? Voilà.
et toxicité neurologique. Généralement, il y a quelques médicaments qui sont utilisés dans le cas de méningite. Tout dépend de l'âge, tout dépend de l'amoxicilline, chloramphénicol, thiamphénicol, la vancomycine seulement. Il n'y a pas plein de médicaments contre la méningite. Généralement, les bêta-lactamines, les phénicolés, les macrolides, non. Il y a des conditions. C'est selon la bactérie, type de bactérie, est-ce qu'il est bactérien ou bien viral. Donc, l'antibiogramme, si les bactériens, quel type de bactérie. Donc, c'est selon les tests microbiologiques. S'il est viral, c'est une autre conduite, les antiviraux. S'il est bactérien, quelle est la bactérie en cause? Quel est l'antibiotique qui n'est pas résistant ou bien qui va éradiquer cette bactérie? Sinon, on donne et on surveille. Est-ce qu'il y a une amélioration? Non. Les contre-indications, les insuffisances rénales et hépatiques, les nouveau-nés, on a expliqué. Les déficits en glucose 6-phosphate déshydrogénase. Vous connaissez le GCPD. Donc, il y a un risque d'hémolyse. Et la molécule elle-même, il y a un risque de toxicité médulaire. Donc, ça va être une catastrophe. Et l'insuffisance médulaire, c'est clair. Ça n'est pas à discuter. Les inhibiteurs de la synthèse d'acide nucléique. L'acide nucléique, c'est l'ADN. Donc, les quinolones. Les quinolones, donc, un petit historique pour avoir une idée. Donc, ils ont commencé par ce qu'on appelle l'acide nalidixique. Lors de la synthèse de chloroquine, ils ont trouvé l'acide nalidixique a une action antibactérienne. En présence des bactéries, il y a une éradication, il y a un effet. Ok, c'est bien. Donc, ils ont utilisé contre les infections urinaires, en premier lieu. Seulement l'urinaire, l'acide nalidixique pépérine. Après, ils ont pensé, pourquoi pas, je change un petit peu la structure pour avoir plus de spectre, donc élargir le spectre et améliorer la pharmacocinétique, etc. Oui, ils ont ajouté une molécule de fluor. Ça va donner ciprofloxacine. Ils ont trouvé une molécule qui a un effet spectaculaire par rapport à l'acide nalidixique. Les bacilles gram-positifs et négatifs. Donc, amélioration de la pharmacocinétique, élargissement de spectre. On est devant la ciprofloxacine et la levofloxacine. C'est des fluoroquinones. C'est tout. Et ils ont aussi, à chaque fois, ils ajoutent jusqu'à donner 4 générations. La troisième, c'est la sparfloxacine. Donc, elle passe même des infections intracellulaires. Et la 4e génération, la gimifloxacine, moxifloxacine, ils ont passé même aux anaérobies strictes. Donc, début, infection urinaire, donc bacille gram-négatif. Puis, ils ont ajouté le fluor. On est devant la cipro. Donc, une amélioration, gram-positif, négatif. Donc, c'est bien. Puis, ils ont ajouté 3e génération. Il y a les atypiques et les intracellulaires actifs. La 4e génération, c'est même les anaérobies strictes. Plus anaérobies strictes, où vous trouverez l'amélioration de la pharmacocinétique. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir un effet d'1 heure ou la 2, effet de 2 heures. Donc, addition de structures chimiques pour améliorer la pharmacocinétique. C'est ça, comment passer d'une génération à une autre. Le mécanisme d'action, c'est un inhibiteur de la synthèse de l'ADN bactérien par inhibition de l'ADN gérase. C'est quoi l'ADN gérase? Tout simplement, c'est une enzyme qui entraîne la spiralisation et la déspiralisation de l'ADN lors de la duplication. Genre, l'ARN polymérase et l'ADN polymérase. Vous connaissez l'ADN polymérase. Le rôle, c'est la transcription. Pour avoir une transcription, l'ADN doit être déspiralisé. C'est l'ADN gérase qui va la déspiraliser, puis il la spiralise encore. Est-ce que c'est clair? Donc, si j'inhibe l'ADN gérase, il n'y aura pas de transcription. C'est l'effet antibiotique. Il n'y aura pas de synthèse. Mécanisme de résistance, c'est le même. Je ne vais pas trop détailler. Les indications, presque on a parlé de ça. Première génération, c'est les infections urinaires. Deuxième génération,
Ciprofloxacine, il est très, très, très utilisé au niveau du CHU. Très utilisé. D'une façon énorme. Les maladies sexuellement transmissibles, gynécologiques, la sphère ORL, les otites, les infections osseo-articulaires, presque tous les services demandent la ciprofloxacine. Ciprolon. D'accord? C'est un antibiotique qui est largement utilisé dans plusieurs infections. Et vous le trouvez au niveau de l'officine par voie auriculaire et oculaire, sous forme d'écolire et la voie auriculaire dans les cas des otites, dans les cas des conjonctivites, etc. On le trouve souvent. D'accord? Les effets indésirables, surtout, les troubles musculo-articulaires, les tendinopathies. Parce que il y a la ciprofloxacine, la forme orale. Quand on vous donne, bien sûr, quand vous donnez les injections bien la forme orale, il faut faire attention quant à la tendinopathie. Il y a une certaine toxicité au niveau des tendons, surtout pour les jeunes enfants. Et c'est pour ça, généralement, en règle générale, on ne donne pas le ciprofloxacine de moins de 18 ans. Sauf dans le cas extrême, là où il nécessite le ciprofloxacine. Les troubles cardiaques, les troubles cutanés, c'est comme tétracycline, il est photosensibilisant. Quand je donne ciprofloxacine la forme orale, faites attention. Vous donnez un conseil, s'il vous plaît. Évitez le soleil, faites un écran total, etc. Les contre-indications, donc les allergies, la femme enceinte, grossesse sauf ciprofloxacine, l'enfant en période de croissance, c'est clair pourquoi. Et aussi l'épilepsie. Il faut faire attention quant à la levofloxacine. Il peut causer de l'épilepsie. Les sulfamides, c'est quoi les sulfamides? L'unité structurale, c'est les para-aminobenzènes. C'est quoi le para-aminobenzène? Je vais vous expliquer à partir de ce schéma. Vous voyez, cascade de réactions. Pour donner quoi? Les bases purimidiques, qu'est-ce qu'on va... L'ADN. Très bien. L'acide para-aminobenzoïque, en association avec la dihydropyridine, puis donner quelques molécules pour donner l'acide tétrahydrofolique. Je connais l'acide folique. La vitamine B9. Pourquoi on donne l'acide folique chez la femme enceinte? Bien, miche osseuse. La croissance du fœtus. Parce que à partir de l'acide folique, il y a la synthèse de l'ADN. L'acide tétrahydrofolique qui va donner les bases puriques et pyrimidiques qui va donner l'ADN. La bactérie, normalement, on n'a pas de l'acide folique. Il y a un apport de nutriments et tout ça. La bactérie, elle synthétise l'acide folique. D'accord. À partir de l'acide para-aminobenzoïque dihydropyridine. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé, les chercheurs? Que lorsque j'utilise un sulfamide qui ressemble un petit peu à l'acide para-aminobenzoïque, j'inhibe la dihydropyroate synthase, j'inhibe toute cette cascade et j'aurai pas des bases puriques et pyrimidiques. J'aurai pas une synthèse d'ADN bactérien. C'est tout. Donc, c'est un inhibiteur de l'acide, la synthèse de l'acide tétrahydrofolique par inhibition, هذاك le bleu, l'enzyme tétrahydrofolate synthase. C'est tout. Il est bactériostatique. Il n'est pas bactéricide. Il a un spectre très élargi, mais malheureusement, il y a une résistance incroyable envers les sulfamides. Donc, une résistance multiple ou bien des multi-résistances. Directement les indications, parce que j'ai passé tout ce qui est classification, parce que se trouve au niveau des indications. À chaque fois, on donne une indication. Donc, l'effet local digestif. Vous connaissez les maladies inflammatoires intestinales telles que Miki, Zido, les Miki. Les maladies inflammatoires intestinales, chroniques intestinales, c'est la sulfasalazine.
avec un effet antibactérien et spécifique anti-inflammatoire. Effet local cutané. Vous connaissez sulfadiazine argentée. Sulfadiazine contre les brûlures. Surtout pour les urgences. Voilà, côté pansement, vous allez trouver des boîtes, jarres, comme un jarre. Sulfadiazine, antibiotique très utilisé dans le cas de brûlures, etc. Les plaies, etc. D'accord? Sulfaméthysol, l'acystite, et le Bactrim, le fameux Bactrim, sulfaméthoxazole plus trimethoprim, dans les infections urinaires non compliquées. Bactrim, هذا تلقاوه بزاف. Et en cas de toxoplasmose et du paludisme, donc c'est juste pour vous, pour avoir une idée qu'il y a un traitement de toxoplasmose et paludisme à base de sulfamide. Les effets indésirables, c'est l'un des médicaments les plus allergisants dans tous les antibiotiques et tous les traitements qui se trouvent. Ils peuvent avoir jusqu'à un choc anaphylactique et la mort. Donc il faut faire attention quant à la prescription des sulfamides. Et l'allergie, elle peut avoir après quelques jours, jusqu'à une semaine. Même après l'arrêt. Il reste dans le corps, il provoque des allergies, c'est du jamais vu. Dire au YouTube, allergie aux sulfamides, vous allez voir les cas des allergies, il est très très grave. D'accord? Et le reste digestif, atteinte rénale, leucopénie. Contre-indication, bien sûr, une atteinte rénale, il faut faire attention quant à l'affection rénale, les insuffisances rénales. Et c'est un sulfamide, donc il faut faire attention, sulfamide hypoglycémiant, traitement de diabète. Les inhibiteurs de la membrane, on va pas trop tarder, parce que c'est pas très très important, mais vous devez connaître qu'il y a des médicaments qui inhibent la membrane plasmique, tels que, ça c'est la membrane plasmique, elle est constituée de porine, etc. Ça c'est gram négatif, hein. Peptidoglycane, il est très fin, vous voyez. Et la membrane externe avec les lipopolysaccharides, l'LPS. Mais, si vous ne savez pas que la membrane à l'extérieur, il y a des cations. Vu qu'il y a les phosphates chargés négativement, il ne reste pas seul. Des cations. Ces cations, c'est le calcium et le magnésium qui persistent bien dans le milieu. Les inhibiteurs de la membrane plasmique, c'est des molécules cationiques. Ils vont remplacer le calcium et le magnésium. Ils traversent, ils détruisent la membrane. Tout simplement. Donc c'est imperméable, risque de l'échange, ça c'est les membranes. On a deux molécules très utilisées, colistine et la polymyxine B. Voici la structure. Il y a les injectables, intratécales. Vous connaissez c'est quoi l'intratécal? Soit en association avec les corticoïdes, les aminosides. Ils sont bactéricides et entraînent la lise des bactéries. Voilà. Perturbation de la membrane externe. Indiqué généralement en troisième intention. On ne donne pas les inhibiteurs de la membrane en première intention. Parce que, tout simplement, ils présentent beaucoup d'effets indésirables. Tout ce qui est toxicité, vous imaginez. Neurotoxicité, blocage neuromusculaire, etc. C'est pour ça que c'est des molécules dont l'usage est restreint et les utiliser, mais dans le cas, les 2-3 premières molécules ne sont pas efficaces. Donc, on passe à la colistine dans les infections urinaires, l'Escherichia coli, Klebsiella, les conjonctivites et tout ça, sous forme de cholir, en association avec les aminosides. C'est tout. Tout simplement. Les infections urinaires, les cas de conjonctivites en association, en troisième intention.
Si des associations, c'est pour vous, dans le cas des conjonctivites, etc. Quand vous prescrivez des collyres en association deux antibiotiques, corticoïdes, dans le cas des conjonctivites, et etc., dans le cas des otites, etc. La colistine, elle est très utilisée au CHU, c'est pour ça que j'ai mentionné ça, et utilisée surtout pour les infections nosocomiales à Acinetobactéries et les pseudomonas aeruginosa multirésistantes. C'est pour ça les premières indications, bien les molécules contre les pseudomonas aeruginosa, par exemple, l'imipinam, par exemple, il y en a des céphalosporines, troisième génération. Quand ils sont pas efficaces, on passe à la colistine. Est-ce que c'est clair? Les effets indésirables, néphrotoxicité, neurotoxicité, c'est comme le cas des aminosides. Qui m'a les aminosides? Présentent de néphrotoxicité et l'autotoxicité pour les aminosides. C'est la dernière, c'est la tuberculose. La tuberculose, je vais pas détailler. Vous avez fait la tuberculose dans la main? Ouais. Non, on va pas détailler tout ça. C'est juste citer les molécules antituberculeuses et on termine. C'est quoi la tuberculose? Elle est due à quel type? La famille de Mycobacterium et plus précisément les Mycobacterium tuberculosis, c'est l'atypique. Et l'atypique, il y en a d'autres. Je l'ai cité, oui. Mycobacterium africanum ou bovis. Mais généralement, Mycobacterium tuberculosis. C'est une bactérie à caractère spécifique. C'est quoi? Très bien. Et la coloration? G. Nielsen. Très bien. Ne traverse pas. Ouais. La croissance, caractérisée par une croissance lente. C'est pas comme les autres bactéries. Par exemple, Escherichia coli, chaque 20 minutes, il y a une croissance. Des milliards. Des milliards. Mais, la Mycobacterium tuberculosis, 18 heures. Il y a les multiplications extracellulaires, il y a la multiplication intracellulaire. Oui. Quand vous voyez, donc, il y a des molécules qui se trouvent au niveau des poumons, à l'intérieur de la cellule, il y a des molécules à l'extérieur de la cellule. Ce qu'on appelle les molécules à multiplication dans les contagions qui sont responsables de la dissémination. Tout ce qui est intracellulaire, bien sûr, automatiquement, il n'est pas responsable de la dissémination. Mais tout ce qui est extracellulaire avec les échanges, il ressort. Est-ce que c'est clair? Mais tout ce qui est à l'intérieur de la cellule, il est responsable de rechute ou bien de la réinfection. Donc ça, c'est l'enveloppe mycobactérienne, le squelette, la membrane plasmique, l'acide mycolique, etc., les peptidoglycanes, l'arabinoglycane, et les donc de spécificité de la structure. La transmission, c'est par voie aérienne, les gouttelettes de fluge. Donc on va pas trop tarder sur ça. Elles persistent jusqu'à 9 heures après leur émission. Donc tout ça souhaite 9 heures. Elles persistent puis elles meurent s'il n'y a pas de la bonne ou bien l'endroit qui va nourrir tout ça. La voie digestive. Oui, on a la tuberculose qui se trouve en dehors des poumons, digestifs, cutanéo-muqueuses et l'exceptionnelle. L'infection, elle est latente. Ici, elle n'est pas contagieuse. Est-ce que c'est clair? Le dépistage, c'est les d'hier. C'est inférieur à 5, supérieur à égal à 5. Les antituberculeux, ça, vous devez les retenir. Ça, les antituberculeux, essentiels. Quand je dis essentiels, en première intention. Selon l'OMS, on a les oniazides, la rifampicine, pyrazinamide et ethambutol, rifabutine et rifapentine fait partie de la famille de la rifampicine. Dans le monde entier. En Algérie, on a les oniazides, H, rifampicine, R, pyrazinamide, Z, ethambutol, E, et la streptomycine, S. Elle est utilisée comme essentielle, mais on va voir quand est-ce que. C'est les abréviations. Les abréviations internationales. Kingulu H directement isoniazide.
Z, pyrazinamide. Il faut directement. R, rifampicine. C'est les seuls qui ont abréviation dans le cas de tuberculose. نحتاجهم في la stratégie thérapeutique. كي نقول لك RH Z, على بالك بلي rifampicine, isoniazide, pyrazinamide. D'accord? Réserve. Les antituberculeux de réserve. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bactérie a développé une certaine résistance envers les molécules de première intention et on passe aux molécules de réserve, bien sûr, et on peut suivre est-ce qu'il y a une autre résistance ou non. Les molécules de réserve en Algérie, lithionamide, kanamycine, c'est quoi kanamycine? Aminoside. Aminoside. Cyclocérine, ofloxacine. C'est quoi l'ofloxacine? Je sais que vous n'allez pas apprendre le tout, c'est un peu ofloxacine. Qui m'a ciprofloxacine? Quinolone. Je fais quinolone. Quinolone, les quinolones. Ofloxacine. La dernière, ofloxacine. Donc vous voyez qu'on peut utiliser les antibiotiques dans le cas du tuberculose, mais voilà. La résistance, oui, la tuberculose, elle développe de la résistance, que ce soit primaire. Ça veut dire que la molécule, elle n'a pas eu de traitement, elle a développé une résistance naturelle, ou bien il y a une transmission de souches interhumaines, mais cette souche, elle est déjà résistante. Secondaire, le patient a reçu un traitement antérieur antituberculeux, le reste de la bactérie a développé, ça y est, elle est immunisante, donc elle a développé une certaine résistance, ou bien sélection de mutant résistance. Ici, après un traitement, il y aura ce qu'on appelle une sélection de mutants résistants. Ça veut dire, avec le temps, il y a un changement ou bien une mutation des gènes ou bien des gènes dans le chromosome, bien sûr, de la bactérie, qui va entraîner une souche résistante et qui va entraîner la transmission interhumaine de souches résistantes. Donc ici, là, développé génétiquement. Et à partir de cela, donc il y a une transmission interhumaine de souches résistantes. Le niveau de résistance, on a une monorésistance, c'est-à-dire tous les médicaments de première ligne, multirésistante, résistance à l'isoniazide, à la rifampicine. Vous voyez, un seul antituberculeux. Non, c'est pas seulement ça. Les multirésistantes, tous les isoniazides et rifampicine. Vous voyez que l'isoniazide et la rifampicine peuvent être inactifs sur la tuberculose. Et ce qu'on appelle l'ultra-résistance. Elle passe jusqu'à la molécule de deuxième ligne. Fluoroquinolone, au moins un des antituberculeux injectables de deuxième ligne. Yani, non seulement l'isoniazide, rifampicine, plus une molécule de troisième ligne. Vous voyez les souches résistantes comment se développent? Oui. Multi-drug resistance, multi-drug resistance, ultra-drug resistance. En anglais. Donc, c'est des molécules, les oniazides, c'est des molécules de première ligne. Donc, c'est des bactéricides sur les bacilles extra et intracellulaires. C'est pour ça qu'il est utilisé en première ligne. Donc, il va attaquer tout ce qui est extracellulaire, tout ce qui est intracellulaire. Et bactériostatique sur les bacilles extracellulaires à multiplication lente. C'est une stratégie thérapeutique à suivre à l'échelle internationale. D'accord? Il commence par exemple 4 mois, la deuxième ligne, s'il n'y a pas de réponse, il dit oui, s'il n'y a pas de deuxième ligne, etc. Mais c'est un protocole à suivre. Combien? La résistance, s'il y a une résistance, elle change. Au bout, parce que 4 mois. 4 شهور sous traitement. La première association plutôt. La première association, par exemple, 4 mois. S'il n'y a pas oui, la radio, elle montre qu'il y a beaucoup de foyers,
de tuberculose, même les tests, les différents tests n'ont pas précisé, donc ils changent. Soit ils continuent. Il y a une possibilité, mais ils continuent le protocole. On va le voir. Oui. Donc, traitement de la prophylaxie, traitement de la tuberculose et en prophylaxie, hein, surtout dans les zones là où il y a ou bien pour les médecins qui a un risque, ils prennent de l'isoniazide en prophylaxie. Donc, il est très neurotoxique, il faut faire attention, l'isoniazide. C'est pour ça on fait un apport en vitamine B6. Vous savez pourquoi? La vitamine B6, c'est comme non, c'est pas le foie, c'est les neuromédiateurs. Elle participe à au fonctionnement des neuromédiateurs au niveau du cerveau, noradrénaline, la dopamine, sérotonine, etc. nécessite la vitamine B6 et tout ça. Quand je dis neurotoxicité, du apport vitamine B6. Donc, ils vont aider au bon fonctionnement des neuromédiateurs, du neurone plutôt, par le fonctionnement des neuromédiateurs. La rifampicine, elle est bactéricide, toujours extra et intracellulaire. Bien sûr, on peut la indiquer en prophylaxie, plutôt en polythérapie, oui, même en prophylaxie, tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire. Hein, vous voyez. Donc, tuberculose, par exemple, digestif, on peut donner la rifampicine. L'éthimbétol, il est bactériostatique. Surtout pour la primo-infection et prophylaxie, s'il y a une contre-indication reconnue dans plutôt en cas de contre-indication de l'isoniazide, on peut donner le thimbétol. Pyrazinamide, je pense que c'est trop d'informations pour vous. Il est bactéricide sur les bacilles tuberculeux intracellulaires. Les atypiques, ils sont résistants. Donc, c'est les bactéricides, sauf l'éthimbétol qui est bactériostatique. Deuxième ligne, donc c'est tout ce qui est médicaments les aminosides et les ciprofloxacine. Donc, on a déjà vu ça. Inhibiteur de la synthèse protéique, donc des tuberculoses résistantes. Fluoroquinolone, donc on a fait la ciprofloxacine, mais généralement c'est pas la ciprofloxacine. Généralement c'est le ofloxacine. Ofloxacine. Donc c'est les tuberculoses multirésistantes. C'est la deuxième ligne, là où vous trouverez les molécules tuberculoses multirésistantes, voilà, vous avez compris. Donc le début, c'est bien sûr, c'est la tuberculose tout court. Deuxième ligne, on parle de la résistance. On a étudié tout ça. Donc c'est surtout la lévofloxacine et la ofloxacine, les plus prescrites. Donc, vous retenez tout ce qui est la liste des médicaments essentiels, les médicaments de réserve. Et bien sûr, c'est bactéricide, bactériostatique, je vais pas trop m'intéresser à ça. Et c'est tout, on termine avec la stratégie. Classe, la stratégie. Qu'est-ce que je commence? Je commence par quoi? Suivez, s'il vous plaît. Je commence par quoi? Galec 2, vous voyez 2, E, H, R, Z, 4, R, H. Qu'est-ce que ça veut dire 2? 2 mois. Au 4? Très bien. 2 mois, qu'est-ce que je vais faire? Qui sont? Isoniazide, E. Rifampicine, pyrazinamide et thimbétol. Très bien. Le traitement de la tuberculose, il n'est jamais une seule molécule. C'est une association. Sinon, un risque d'échec thérapeutique, c'est pas un risque. Il y a l'échec thérapeutique directement. Donc, 2 mois, 4 molécules et 4 mois, 2 molécules. Qui sont les isoniazides, rifampicine. Ou bien, 2 mois, HZ, qui sont isoniazide, pyrazinamide. Très bien, 4 mois, isoniazide, rifampicine. Deuxième ligne. La molécule, bien l'association, elle est inefficace, comme votre collègue a dit. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Vous voyez? 2, 1, 5.
8 mois. 8 mois. Première, c'est quoi? Très bien. On a ajouté la streptomycine. Quelle classe? Très bien. Avec le reste, comme d'hab. Donc, les 4 associations. 1 mois. Les 4 associations de molécules en première ligne. Et 5 mois, juste 3 molécules. Quand est-ce que je donne les molécules de deuxième ligne? Rechute. Ou bien il y a une reprise évolutive. Ça ressemble à un échec. Une reprise évolutive, ça veut dire que le patient, il est en bonne santé, donc la radio, l'examen radiologique, et à un moment, il y a une reprise. Association cible toutes les différentes parties de la molécule, plutôt de la bactérie. Par exemple, les oniazides et les thimbitol attaquent la paroi bactérienne de Mycobacterium tuberculosis. La rifampicine, la ARN polymérase de la Mycobacterium tuberculosis. La streptomycine, la synthèse protéique. Zidi. Pyrazinamide intracellulaire, il va attaquer tout ce qui est une molécule qui se trouve à l'intérieur de la Mycobacterium tuberculosis. Le tout. Non. Association. Des comprimés, fait une association de 4. J'ai cru vous parler de mécanisme. Oui. Une association, fait une boîte. Et vous trouverez la rifampicine seule, les oniazides seuls. L'officine, non. On le trouve dans la sanatorium, donc tout ce qui est infectieux, et aussi chez nous, la CHU. On peut trouver le rifampicine seul aussi, avec différents dosages, isoniazide seul, et en association. Et on termine avec le vaccin. Vous connaissez c'est quoi le vaccin BCG. Donc c'est un vaccin obligatoire, surtout pour les nouveau-nés, l'enfant en protection efficace, très bien, et contre-indication pour les enfants sous atteints de déficit immunitaire. Donc il faut faire attention pour les enfants qui ont un déficit immunitaire tel que cancer, tout ce qui est aplasie, etc. Donc il faut faire attention. Donc comment on fait? C'est voie intradermique. Donc vous allez voir la voie intradermique le TD prochain, donc, et qui ont participé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair le cours? Et je vous remercie.